les troubles de l'humeur, aspects cliniques et principes thérapeutiques. Deux catégories distinctes dans les troubles de l'humeur, les troubles unipolaires où il y aura une succession de dépressions récurrentes ou isolées, et les troubles bipolaires où il y a une intrication avec une alternance de phases dépressives et de phases maniaques. Le trouble dépressif caractérisé récurrent, où il y a au moins 2 épisodes dépressifs caractérisés qui sont séparés par une période sans aucun symptôme pendant au moins 2 mois consécutifs. Et le trouble dépressif persistant, qu'on appelait avant la dysthymie, qui est en fait une situation dans laquelle la personne a une humeur dépressive à peu près tout le temps, presque tous les jours, pendant au moins 2 ans, sans avoir l'ensemble des critères qui ont été précités. Les critères exacts donc, du DSM-5 pour le trouble dépressif caractérisé, critère A, il doit y avoir pendant au moins 2 semaines soit une humeur dépressive la plus grande partie de la journée, soit une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour presque toutes les activités, où les 2 critères peuvent être présents en même temps, et il en faut 5 au total parmi les 9 qui sont énoncés dans le critère A. Puis le critère B, les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines, et l'épisode n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. Sur le plan épidémiologique, la dépression est la pathologie psychiatrique la plus fréquente. On considère que 7,5% des Français de 15 à 85 ans ont souffert d'une dépression au cours des 12 derniers mois, dont la moitié aurait été diagnostiquée et seulement un quart aurait été traité selon les recommandations. Quelques éléments de l'aspect économique de ces troubles psychiques. Il faut bien prendre en compte qu'ils sont considérables puisque les troubles mentaux représentent le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie par pathologie avant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et on considère que le coût économique et social des troubles mentaux est de 109 milliards par an. Sur le plan des comorbidités, l'Organisation mondiale de la santé nous rappelle que les personnes qui sont touchées par un trouble psychique ont une espérance de vie réduite de 10 à 20 ans. Et que, le plus souvent, ils vont mourir de pathologies cardiovasculaires. Les études nous rappellent aussi que le fait d'avoir une dépression augmente la mortalité par infarctus, mais elle augmente aussi la mortalité lorsque la personne a en plus un cancer. Il est également identifié que la dépression vient affaiblir le système immunitaire et cela favorise le développement d'infections virales et bactériennes pour ceux qui souffrent de dépression. Les critères de l'épisode de manie est caractérisé par 4 grands critères. Le premier, une période nettement délimitée d'au moins 1 semaine, d'humeur anormalement élevée, expansive ou irritable et d'augmentation anormale de l'activité ou de l'énergie dirigée vers un but, de façon persistante, la plus grande partie de la journée, presque tous les jours. Deuxième critère, le critère B, au cours de cette période de perturbation de l'humeur et d'énergie, activité accrue, 3 des symptômes suivants parmi les 7 qui doivent être présents à un niveau significatif et représentent un changement notable par rapport au comportement habituel. Et puis le critère C, perturbation de l'humeur suffisamment sévère pour entraîner une altération marquée du fonctionnement social ou professionnel ou pour nécessiter une hospitalisation. Ou alors il y a des symptômes psychotiques, délirants ou hallucinatoires qui vont d'emblée nous conduire à considérer les éléments maniaques de cette situation. Et qu'il ne s'agit pas de l'effet d'un toxique ou d'autres affections médicales, comme le rappelle le critère D qui pourrait expliquer l'état clinique.
Les critères de l'épisode d'hypomanie sont marqués par donc, une période nettement délimitée, mais de 4 jours seulement, consécutifs, où l'humeur est anormalement élevée, expansive ou irritable, une augmentation anormale de l'activité de l'énergie qui persiste la plus grande partie de la journée, presque tous les jours. Critère B, qui va être le même que celui du critère de l'épisode maniaque, dans lequel il doit y avoir 3 ou plus des symptômes de cette même liste. Critère C, l'épisode s'accompagne de modifications indiscutables du fonctionnement qui diffèrent celui de la personne, hors période symptomatique. Critère D, la perturbation de l'humeur et le changement dans le fonctionnement sont manifestes pour les autres. Critère E, la sévérité de l'épisode n'est pas suffisante pour entraîner une altération marquée du fonctionnement professionnel ou social ou pour nécessiter une hospitalisation. Voilà. Et le critère F qui est le même et qui dit qu'il n'y a pas d'autre raison, d'autre cause aux symptômes que l'on constate. Il y a des troubles reliés à ces troubles bipolaires, le trouble cyclotimique, qui est un diagnostic que l'on va considérer lorsqu'on a au moins pendant 2 ans des périodes hypomaniaques et dépressives, sans qu'on ait jamais les critères complets de l'épisode de manie ou d'hypomanie. Voilà. Et puis, lorsque l'on a un trouble bipolaire qui apparaît présent sans qu'on ait l'ensemble des caractéristiques du trouble bipolaire, qu'on voit cette souffrance cliniquement significative avec une altération du fonctionnement, mais pas tous les critères, on pourra parler de trouble bipolaire non spécifié. Dans le cadre d'un épisode maniaque, le traitement va reposer sur l'éthymorégulateur, avec toutes les règles de prudence sur les contre-indications possibles, notamment la vigilance sur les femmes enceintes pour lesquelles un certain nombre de médicaments seront interdits, et puis avoir en tête que ce traitement devrait être prolongé pendant au moins 2 ans pour éviter les récidives, étant donné l'importance du risque de rechute si l'arrêt était prématuré. Ce tableau nous propose une distinction sur les caractéristiques de la dépression et de la manie, par rapport à l'humeur où dans la dépression c'est une tristesse qui va dominer, alors que dans la manie c'est une euphorie, une excitation, beaucoup d'enthousiasme. Sur le plan psychomoteur, un ralentissement psychomoteur dans la dépression et une excitation psychomotrice, la personne bouge beaucoup, déambule beaucoup. Sur le plan cognitif, donc pessimisme, dépréciation, dévalorisation, et la même personne, en phase maniaque, va être au contraire des idées de grandeur, d'optimisme, qui vont caractériser la pensée maniaque. Sur le plan du risque, eh bien, le danger du suicide est présent dans les 2 cas, de façon plus importante dans la dépression, mais on sait que ceux qui ont des troubles bipolaires de type 2 sont à plus haut risque de passage à l'acte suicidaire, au-delà de tous les comportements à haut risque qu'ils peuvent réaliser dans un épisode maniaque ou hypomaniaque. Sur le plan somatique, atteinte du sommeil avec perturbation du sommeil, perte de l'appétit, perte de poids fréquente dans la dépression, on a plutôt une réduction du sommeil très nette dans l'épisode maniaque et plutôt une augmentation de l'appétit. Sur le plan épidémiologique, concernant les troubles bipolaires, on a le constat que 1 à 2% de la population générale peut présenter, selon l'HAS, un trouble bipolaire, et qu'on retrouve une répartition égale entre les hommes et les femmes, entre les catégories sociales, et que l'âge de début est autour de 18 ans pour ces troubles bipolaires. Une remarque également, c'est l'importance de la composante génétique dans cette maladie. Si un des parents souffre d'un trouble bipolaire, le risque qu'un de ses enfants soit atteint est d'environ 20%. Si le père et la mère ont un trouble bipolaire, le risque monte à 50 à 60%. Le traitement du trouble bipolaire va reposer sur le plan pharmacologique, dont l'éthymorégulateur. Donc, le lithium, des anticonvulsivants, des antipsychotiques atypiques, et le traitement qui aura été efficace devra être poursuivi au moins 2 ans pour éviter les rechutes qui seront plus compliquées à traiter la deuxième fois. Il faut associer également une démarche de psychothérapie individuelle, mais qui existe aussi en groupe. Et puis il y a des programmes de psychoéducation pour aider les personnes à faire face à
ce problème de santé du trouble bipolaire.